Bonjour, nous allons donc voir les notions essentielles du chapitre arithmétique. Alors, première notion qu'il faut rappeler, c'est la notion de division euclidienne. Bien, donc on se donne deux nombres A et B qui sont des entiers positifs, donc soit A et B, deux entiers positifs, deux nombres entiers positifs. Donc on appelle division euclidienne de A par B donc l'égalité suivante. Donc cette égalité, c'est A est égal à Q fois B plus R, où Q et Q et R sont des entiers positifs. Donc Q et R sont des entiers positifs. Et il y a une condition supplémentaire sur petit r, c'est que petit r, c'est un entier qui doit être compris entre 0 et b, supérieur ou égal à 0 et strictement inférieur à petit b. Voilà. Donc cette division euclidienne, c'est une décomposition de A sous la forme Q fois B plus R. Cette décomposition, une des propriétés importantes, c'est que cette décomposition est unique. Voilà. Donc il n'y a qu'une seule décomposition possible lorsqu'on se donne les deux entiers A et B. Alors évidemment, ça c'est très théorique et il faut tout de suite faire un petit exemple d'application. Donc comme exemple, si par exemple on voulait faire la division euclidienne de 127 par 40, donc cette division euclidienne, c'est en fait la décomposition, 127, c'est 3 fois 40 plus 7. Donc Q, qu'on appelle le quotient de la division euclidienne, c'est égal à 3, et R, c'est le reste de la division euclidienne, et c'est égal à 7. D'accord ? Donc 127, donc 40 c'est le diviseur, 3 c'est le quotient, 7 c'est le reste, et 127 s'appelle le dividende. Je ne réécris pas ce vocabulaire-là que vous avez rencontré au cours du collège. Deuxième notion, la notion de diviseur d'un entier. Diviseur d'un entier. Donc, on se donne deux entiers A et B. Donc là, c'est soit A et B, deux entiers positifs. Qu'est-ce que ça signifie que B soit un diviseur de petit a? Donc, quelle est la définition? B sera un diviseur de A si il existe un nombre entier positif Q tel que A se décompose sous la forme Q fois B. Vous voyez que ça ressemble fortement à la division euclidienne, mais on s'aperçoit que pour que B soit un diviseur de A, en fait, il faut que quand on effectue la division euclidienne de A par B, on obtienne un reste qui soit égal à 0. C'est complètement équivalent. Dire que B est un diviseur de petit a signifie que le reste de la division euclidienne de A par B est égal à 0.
Prenons un exemple. Donc, par exemple, on sait que 12, on peut le décomposer sous la forme 3 fois 4. Cette décomposition nous dit que finalement, 4, c'est un diviseur de 12, d'après la définition de diviseur. Donc 4 est un diviseur de 12. Mais évidemment, 12 c'est égal à 3 fois 4, mais 3 fois 4 c'est la même chose que 4 fois 3, la multiplication on dit qu'elle est commutative, et donc on a aussi 3, on a aussi que 3 est un diviseur de 12. Bien, la première chose importante. Et en termes de vocabulaire, le fait que 4 soit un diviseur de 12, on dit aussi que 12 est un multiple de 4. On dit aussi que 12 est un multiple de 4. Alors, c'est du vocabulaire évidemment que vous avez rencontré, que vous connaissez bien, hein, vous l'avez utilisé plusieurs années au collège, mais ça mérite de le rappeler parce qu'on sait, dans le chapitre arithmétique, on utilise énormément les mots diviseurs, multiples, hein, donc c'est important de repréciser ceci. Bien, donc notion suivante qu'il faut revoir, c'est la notion de nombre au premier. Hein, dans ce chapitre, je vous rappelle que l'arithmétique, c'est la branche des mathématiques qui s'occupe des nombres entiers. Et donc, dans la famille des nombres entiers, il y a une sous-famille qu'on appelle les nombres premiers qui sont très importants, qu'on utilise énormément. Donc, les nombres premiers. Donc, il faut évidemment redéfinir ce que c'est qu'un nombre premier. Hein. Donc, la définition d'un nombre premier, c'est un nombre est premier. Il faut que ce soit un entier positif. Mais il faut aussi donc un nombre entier positif est premier s'il admet exactement deux diviseurs distincts. S'il admet exactement deux diviseurs, je rajoute distinct, alors distinct ça veut dire différent, deux diviseurs distincts, voilà, alors ces deux diviseurs, c'est pas n'importe lesquels, les deux diviseurs c'est 1 et lui-même. Un nombre est toujours divisible par 1, et un nombre est toujours divisible par lui-même. Donc de toute façon, n'importe quel nombre a au moins deux diviseurs. S'il en a exactement que deux diviseurs distincts, on dit que ce nombre est premier. Alors, quels sont les nombres premiers que on est censé connaître, les premiers nombres premiers dans la liste des nombres? Et donc, il faut admettre des diviseurs. Il faut en admettre deux différents. Si vous prenez, par exemple, le nombre 1, qui est le premier entier non nul auquel on peut penser pour savoir si c'est un nombre premier, et bien le problème c'est que 1 n'admet qu'un seul diviseur, c'est-à-dire 1 qui est lui-même. Or notre définition nous dit qu'il faut en admettre deux distincts, deux différents, donc lui-même ne peut pas être 1. Autrement dit, 1 n'est pas un nombre premier. Ensuite, on a 2, 2 n'est divisible que par 1 et par 2. 3. 4 n'est pas un nombre premier puisque 4 admet comme diviseur 2, donc il admet en fait 3 diviseurs, donc ça ne peut pas être un nombre premier. Et puis ensuite on a la liste qui s'allonge que vous devez connaître. Ce sont des nombres qu'on va énormément utiliser en arithmétique. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, etc. Alors il y a une infinité de nombres premiers. Alors évidemment,
c'est pas la peine d'en connaître beaucoup, mais on va dire que là, voilà les nombres premiers au collège et au lycée qui sont importants de savoir repérer, savoir connaître. Alors ces nombres-là, c'est les nombres qui ne sont dans la table que de 1 et dans leur propre table. Hein, ça revient à dire la même chose. Donc 17, hein, quand vous récitez vos tables de multiplication, ben, vous ne rencontrez jamais 17. C'est normal parce sauf qu'il est dans la table de 1. Mais sinon, on le rencontre très peu souvent, puisqu'il n'est dans la table que de 1 et de 17, la table de multiplication. Bon. Donc, attention, hein, remarque, 1 n'est pas premier. 1 n'est pas un nombre premier. Alors, au lycée, hein, vous démontrerez sûrement, à un moment donné, qu'il y a une infinité de nombres premiers. On peut le prouver. Mais on ne peut pas les connaître tous. Alors, notion suivante à revoir, c'est la notion de décomposition en produit de facteurs premiers. Décomposition en produit de facteurs premiers. Alors, on a une propriété très importante qui nous dit que tout nombre entier peut se décomposer de manière unique comme produit de facteurs premiers. On va écrire cette propriété, très utile en arithmétique. Tout nombre entier positif, hein, tout nombre entier positif peut se décomposer de manière unique, ça veut dire qu'il y a une seule manière de le faire, de manière unique, comme produit, donc en produit plutôt, en produit de facteurs premiers. Voilà, donc on admet toutes ces propriétés. Là, on fait juste un petit rappel des notions importantes. Et donc, quelques exemples. Par exemple, 24. 24 se décompose comme le produit de 2 fois 2 fois 2 fois 3. Vous voyez que, alors, il n'y a que des 2 et des 3 qui sont des nombres premiers. Et puis, voilà, il n'y a pas d'autre manière avec des nombres premiers de calculer le nombre 24 par produit. La seule chose, d'habitude, on dit qu'il peut se décomposer de manière unique à l'ordre des facteurs près, puisqu'on pourrait évidemment commuter l'ordre des facteurs comme toute multiplication. Mais si on accepte, si on ne parle pas de l'ordre des facteurs, il n'y a bien qu'une seule manière de décomposer un nombre entier. Donc voilà la décomposition de 24 en produit de facteurs premiers. On peut décomposer par exemple le nombre 30. Alors 30, je sais que 30 c'est 2 fois 15 et 15 c'est 3 fois 5. Hein, donc c'est 2 fois 3 fois 5. Voilà la décomposition de 30. Alors, vous savez que, par exemple pour 24, quand dans un produit un facteur est répété plusieurs fois, on peut utiliser la notation sous forme de puissance. Donc au lieu d'écrire 2 fois 2 fois 2 fois 3 pour 24, on peut plutôt écrire 2 à la puissance 3 multiplié par 3. Donc on va utiliser aussi les décompositions en produit de facteurs premiers avec les notations puissance. Bien. Alors la question c'est maintenant quand on a un nombre, quand on a des grands nombres,
Donc, par exemple, 126. Si je voulais décomposer 126 en produit de facteur premier, comment je dois m'y prendre? Une technique qui est assez efficace, c'est une technique de présentation en fait de la décomposition. Alors on tire un trait vertical, on écrit 126 comme ça sur la gauche, en haut de notre trait vertical, et puis on va faire des divisions successives que par des nombres premiers, et on va commencer par souvent par des nombres petits, et puis pour simplifier, pour réduire un peu notre nombre. Alors voilà comment on s'y prend. 126, je vais utiliser ce qu'on appelle les critères de divisibilité, c'est-à-dire je sais que 126, le fait qu'il termine par un 6, je sais que c'est divisible par 2. Donc je vais écrire le 2 à droite, et je vais faire 126 divisé par 2. 126 divisé par 2, c'est évidemment sa moitié le résultat, donc c'est 63. Je vais me reposer la question, est-ce que 63 est divisible par 2? D'après les critères de divisibilité par 2, je sais que non, puisque ça termine par un 3, donc ce n'est pas un nombre pair, et donc je sais que 63 n'est pas divisible par 2. Mais 63, je peux me poser la question, est-ce que c'est divisible donc par 3? Et donc là, j'ai besoin aussi du critère de divisibilité par 3. Alors, on va les rappeler, ces critères, voilà. Mais je sais que 63, c'est divisible par 3, et parce que c'est 3 fois 21. Donc 63 divisé par 3, c'est égal à 21. 21, c'est encore dans la table de 3, donc je peux encore diviser par 3. Ça donne 7, 21 divisé par 7. 7 est un nombre premier, donc il n'est divisible que par 1 et par lui-même, en particulier divisible par lui-même, 7, qui est un nombre premier. Et il me reste 1. 7 divisé par 7, il reste 1. Voilà ce qu'on écrit. On fait donc des divisions successives par des nombres premiers, et ça nous donne la décomposition. Donc au final, 126, c'est égal à 2 fois 3 fois 3 fois 7, que je peux écrire avec la notation puissance, 2 fois 3 au carré fois 7. Voilà sa décomposition en produit de facteur premier. Bien. Alors vous avez vu que pour faire ces divisions à la main, là, sans utiliser ma calculatrice, et pour savoir par quel nombre étaient divisibles ces nombres-là, j'ai besoin de ce qu'on appelle les critères de divisibilité. On peut faire un petit rappel rapide sur les critères de divisibilité. Comment savoir quand un nombre est divisé par 2, par 3, par 4, par 5, etc. Critères de divisibilité. Alors on ne va pas s'intéresser à tous les critères, on va s'intéresser à quelques critères qui sont évidemment à connaître en fin de collège. Donc, à quelles conditions un nombre est divisible par 2? Alors divisible par 2, ça c'est facile, vous savez qu'il faut que le chiffre des unités termine par un 0, 2, 4, 6, 8. D'accord? Donc le chiffre, ce qu'on appelle des nombres pairs, le chiffre des unités est 0, 2, 4, 6 ou 8. Divisibilité par 3. Donc, à quelles conditions un nombre est divisible par 3? Alors, on a un critère que vous connaissez sûrement, qui est assez efficace et assez simple. Il faut que la somme des chiffres qui composent le nombre doit être elle-même divisible par 3. Donc, doit être un multiple de 3. Donc, il faut que la somme des chiffres, donc la somme des chiffres, c'est-à-dire évidemment, on fait la somme, donc les chiffres sont vus comme des nombres, quand on fait la somme des chiffres du nombre doit être un multiple de 3, ou doit être divisible par 3, ce qui est synonyme. Alors c'était le cas, par exemple, tout à l'heure, vous avez vu,
63, si j'avais fait la somme 6 plus 3 pour 63, 6 plus 3 c'est égal à 9, et 9 je sais que c'est un multiple de 3. Donc obligatoirement 63 était divisible par 3, c'est pour ça qu'on pouvait effectuer la division. Ok ? Bien, qu'est-ce qu'on a d'autre comme critère? Le critère de divisibilité par 4. Alors celui-là, en fait, il faut que le nombre formé par le chiffre des unités et le chiffre des dizaines soit lui-même divisible par 4. Donc c'est pas très intéressant comme critère quand le nombre n'a que 2 chiffres. Mais si vous avez un nombre à 25 chiffres, pour savoir si le nombre est divisible par 4, vous ne regardez finalement que les 2 derniers chiffres, le chiffre des dizaines, le nombre formé par le chiffre des dizaines et le chiffre des unités. Donc, voilà, il faut que le nombre formé par le chiffre des dizaines et le chiffre des unités soit un multiple de 4 ou soit divisible par 4. Par exemple, pour vous montrer, si j'avais, je sais pas moi, on se pose la question du nombre 27 0, voilà, 0, 500, donc ce serait 270 548. On se pose la question, est-ce que ce nombre est divisible par 4? Alors, on ne regarde pas du tout le début, on ne regarde que 48. Or 48, c'est divisible par 4. Parce que 48, je vous rappelle que 48, c'est 12 fois 4. Donc puisque 48 c'est 12 fois 4, 48 est divisible par 4, et donc 270 548 est aussi divisible par 4. Alors une autre manière de savoir si un nombre est divisible par 4, c'est qu'il faut qu'il soit divisible par 2, donc il faut que ce soit un nombre pair, et il faut que le résultat de sa division par 2 soit aussi un nombre pair. En gros, il faut être divisible par 2, puis être encore redivisible par 2. Bien. Donc voilà, donc c'est une autre manière d'être divisible par 4. Qu'est-ce que vous devez connaître aussi? La divisibilité par 5. Bon, ça, vous savez que c'est le chiffre des unités qui doit être soit 0, soit 5. Donc le chiffre des unités est 0 ou 5. Et enfin, le dernier critère souvent que l'on apprend au collège, c'est la divisibilité par 9. À quelles conditions un nombre est divisible par 9? Et donc là, c'est un peu le même critère de divisibilité par 3. Il faut que la somme des chiffres du nombre soit un multiple de 9. Donc la somme des chiffres doit être un multiple de 9. Voilà. Bien. Donc voilà les critères de divisibilité qui vont être très utiles lorsqu'on va faire des décompositions en produits de facteurs premiers grâce à cette méthode. Alors, il nous reste peu de rappels à faire. Un dernier peut-être sur la notion de simplification de fractions. Toute la partie calcul de fractions sera rappelée dans un autre essentiel de cours d'un autre chapitre, mais au moins la partie simplification de fractions, puisque la notion de diviseur est importante et la notion de décomposition en produit facteur premier va être importante pour faire ça. Alors en gros, qu'est-ce qu'on doit faire pour simplifier une fraction? Il suffit, donc on va écrire, donc pour simplifier une fraction, donc ça veut dire la rendre, donc c'est la transformer en fraction équivalente dont le numérateur et le dénominateur sont plus petits, c'est ça, simplifier une fraction. Mais pour simplifier une fraction, il suffit de diviser
le numérateur et le dénominateur de la fraction par un diviseur commun. Par un diviseur commun. Donc un diviseur commun au numérateur et au dénominateur. Donc par exemple, si j'avais, moi je sais pas, on va prendre 55 divisé par 35. Donc 55 35e, cette fraction-là, je sais que 55 et 35 sont tous les deux divisibles par 5, donc je peux diviser le numérateur par 5 et le dénominateur par 5. J'obtiendrai une fraction équivalente, et cette fraction équivalente, on dit qu'elle sera simplifiée. Donc 55 divisé par 5, c'est égal à 11. 35 divisé par 5, c'est égal à 7. Donc 11 septièmes est une fraction équivalente à 55 35e, et là on a simplifié la fraction 55 35e. Bien. On pourrait peut-être se reposer la question, est-ce qu'on peut encore simplifier 11 septièmes? Pour ça, il faudrait trouver un diviseur commun à 11 et à 7. Et lorsqu'on ne trouve pas, donc là on va pas en trouver, alors 11 et 7 sont des nombres premiers en plus tous les deux, donc ils ne sont 11 n'est divisible que par 1 et par 11, et 7 n'est divisible que par 1 et par 7. Alors oui, il aurait fallu que je précise quand même que de diviser par un diviseur commun, on va écrire autre que 1. Quand vous divisez le numérateur et le dénominateur par 1, évidemment, ça ne simplifie pas la fraction, puisque la fraction va être inchangée. Le numérateur sera inchangé, le dénominateur aussi. Bien. Ensuite, quand une fraction n'est pas simplifiable, on dit qu'elle est irréductible. Autrement dit, quand un numérateur et un dénominateur n'ont pas de diviseur en commun, on dira que la fraction est irréductible. Donc, lorsque le numérateur et le dénominateur n'ont pas de diviseur commun, autre que 1 évidemment, n'ont pas de diviseur commun autre que 1, la fraction est dite irréductible. Voilà. Donc, il nous reste une seule petite chose que l'on peut faire, c'est voir comment la décomposition en produit de facteurs premiers pourrait nous aider à simplifier les fractions. Alors, je vais reprendre mon petit exemple là de 55 sur 35. J'avais fait une division au numérateur et au dénominateur. Mais au lieu de faire cette division, on pourrait plutôt décomposer les nombres. C'est-à-dire que 55, je sais que c'est 5 fois 11. Je le décompose. Et là, regardez, c'est en produit de facteurs premiers. 35, c'est égal à 5 fois 7, qui est aussi la décomposition en produit de facteurs premiers de 35. Et quand on a cette décomposition-là, en fait, on voit bien ici que 5 est un diviseur commun aux deux, et donc on peut ici simplifier par 5, on dit qu'on simplifie par 5, en fait ça correspond à faire la division par 5 qu'on avait dit, et il nous reste 11 septièmes. Donc on va essayer de privilégier plutôt cette écriture-là, plutôt que faire des divisions, d'abord parce que vous allez voir que là, il n'y a qu'une seule simplification, mais l'idée c'est qu'on va passer par des décompositions en produits de facteurs premiers pour simplifier. Donc prenons un dernier exemple, et puis on s'arrêtera là. Si on me demande de rendre irréductible la fraction, donc de simplifier jusqu'à ce qu'elle soit irréductible, la fraction 60 sur 198. Bien. Je vais commencer par décomposer 60. Et puis je ferai la décomposition aussi en produit facteur premier de 198.
Alors 60, je vais le faire à peu près dans l'ordre. Je sais que 60 c'est un nombre pair, il termine par, le chiffre des unités c'est un 0, donc c'est divisible par 2. Et 60 divisé par 2, c'est égal à 30. 30 c'est encore un nombre pair, donc je peux encore diviser par 2, ça donne 15. 15, 1 plus 5 ça fait 6, c'est dans la table de 3, donc 15 est dans la table de 3, mais je le savais déjà. Donc je peux diviser par 3, il reste 5. 5 est un nombre premier, divisible par lui-même, et ça nous donne 1. Donc, vous voyez que je peux écrire que 60, c'est égal à 2 fois 2 fois 3 fois 5. Ça, c'est sa décomposition produit de facteur premier. Je fais pareil avec 198. 198, son chiffre des unités, c'est 8, c'est un nombre pair, donc divisible par 2. Et donc la moitié de 198, c'est 99. 99, c'est plus divisible par 2, je peux essayer avec 3. 9 plus 9, c'est égal à 18. 18 est dans la table de 3, et donc je peux diviser par 3. 99 divisé par 3, c'est égal à 33. 33 est encore dans la table de 3, hein, je le sais, mais sinon je fais 3 plus 3, c'est égal à 6, qui est un multiple de 3. Donc je peux encore diviser par 3. 33 divisé par 3, c'est égal à 11. Et 11, c'est un nombre premier, donc il est divisible par lui-même, par 11, et ça nous donne 1. Donc la décomposition en produit de facteur premier de 198, c'est 2 fois 3 fois 3 fois 11. Et vous voyez que le fait d'avoir fait les décompositions en produit de facteur premier, tout de suite on va voir les simplifications. On peut diviser par 2 en haut et en bas, on peut diviser par 3 en haut et en bas. C'est à peu près tout. Que nous reste-t-il? Il nous reste 2 fois 5, 10, sur 3 fois 11, 33. Et je suis sûr, quand j'arrive là, quand j'ai utilisé la décomposition en produit de facteur premier, on est sûr que cette fraction est obligatoirement irréductible. C'est l'intérêt de la décomposition en produit de facteur premier. Voilà. Juste pour vous montrer, si on avait écrit avec les puissances, c'est-à-dire 2 puissance 2 fois 3 fois 5 sur 2 fois 3 au carré fois 11, on aurait fait exactement le même raisonnement. On aurait dit finalement, en haut, là, au numérateur, j'ai 2 facteurs 2, alors qu'en bas, j'ai qu'un seul facteur 2. Par simplification, il va m'en rester un seul facteur 2. Pour les facteurs 3, j'en ai un seul dans le numérateur, or j'en ai 2, puisqu'il y a une puissance 2 dans le dénominateur, donc par simplification, il va en rester un seul au dénominateur. Le facteur 5, il est tout seul, donc il n'y en a qu'un au numérateur, donc il n'y a pas de simplification, et le facteur 11, il n'y en a qu'un seul au dénominateur. Hein, ce qui donne bien 10 sur 33. Bien. Donc qu'on ait écrit avec les notations puissance ou sans les notations puissance, le raisonnement est le même lorsqu'on fait les simplifications. Voilà, donc maintenant il vous reste à faire la fiche d'entraînement, la fiche d'exercice, et ensuite de regarder les petites corrections en vidéo. Voilà, bon courage. Au revoir.